Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Orange Grenadine, le podcast qui parle de carrière, d'IT et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode avec un nouvel invité qui est, on peut le dire, la voix d'AWS en français, puisqu'on reçoit aujourd'hui Sébastien Stormack du podcast AWS en français. Bonjour, je suis la voix. Bonjour Sébastien, tu es la voix. C'est vrai que ça fait très secret story. Ouais. En tout cas, bienvenue dans le podcast. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur de te recevoir. On a eu l'occasion un petit peu de travailler ensemble quand on était chez AWS, de faire quelques petites émissions d'ailleurs Reinvent. Donc c'était assez sympa. Mais ce que je voulais aujourd'hui, c'était revenir un petit peu sur ton parcours. Chez AWS, donc tu es développeur advocate actuellement chez AWS, mais avant ça, tu as eu aussi un parcours qui t'a amené vers le cloud. J'ai des cheveux blancs, donc j'ai eu l'occasion de mûrir. J'aurais pas osé le dire, mais... Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de revenir un petit peu sur ton parcours, tes expériences, ce qui t'a amené vers le cloud et ce qui t'a amené aussi à devenir développeur advocate, quelque part influenceur du cloud en France. Le mot est peut-être un peu fort, mais voilà. Revenir sur ton parcours. J'ai un parcours super linéaire, école, lycée, bac, master en informatique, et puis commencé à travailler dans l'informatique comme développeur. J'étais interviewé par des étudiants il y a quelques semaines, et je leur disais, quand j'ai commencé à travailler, Java n'existait pas. Et la nana est tombée de sa chaise, oups. Ah bon. Effectivement, moi je suis sorti, j'ai commencé à travailler en 94, et donc Java 1 est arrivé juste après, 95, 96, quelque chose comme ça, en bêta. Donc voilà, ça remet les choses en contexte. Donc ma première expérience de développement professionnel, quand on me payait pour écrire du code, c'était c'est quoi, MS Access, pour ceux qui se souviennent, un front-end de Microsoft qui donne accès à des bases de données, avec des bases de données Oracle 6, je crois, à l'époque, quelque chose comme ça. Et puis j'étais très vite passionné par l'avant-vente, c'est-à-dire accompagner les commerciaux pour aller... Je dis souvent pour m'assurer qu'ils racontaient pas trop de conneries techniques, mais pour aller défendre une solution technique ou pour parler avec les clients de leurs besoins et à partir de là construire la solution technique qui permettrait de répondre aux besoins du client. Et dans les phases d'avant-vente, il y a un peu de présentation, il y a un peu de démo, il y a un peu de prototyping. C'est presque ce que je fais maintenant, mais en tout cas, j'ai pris goût à cette idée de partir du besoin du client, de marcher en arrière, de réfléchir à la solution et puis de la présenter, de la défendre et de faire valoir ses arguments. Puis en avant-vente, on nous envoie un peu parfois dans des petites conférences locales ou des trucs aussi pour présenter ce qu'on a fait. Et c'est là que j'ai touché au goût de la scène, d'être devant des gens et de partager mon enthousiasme pour des technologies. Donc très tôt, j'ai voulu continuer en avant-vente. J'étais dans des grosses boîtes, Sun Microsystems, comme je suis tombé dans Java très tôt. J'ai bossé 10 ans chez Sun en avant-vente, justement, sur la partie logicielle, pas sur la partie matérielle. Mais j'étais très en contact aussi avec l'infrastructure, parce que c'était ce que faisait Sun Microsystems à l'époque. On vendait des gros serveurs qui coûtaient des millions. Enterprise, 10K, 25K. Cloud qu'on connaît reconnu. Ouais, on-premise, à l'époque. Il y a eu des offres, des tentatives d'offres on demand, mais ça, je crois que c'était trop tôt, les réseaux n'étaient pas prêts, les gens n'étaient pas prêts non plus pour ce genre de choses. Et puis ça n'a pas fonctionné en termes de business. C'était une boîte qui était créée, qui fonctionnait grâce à des ingénieurs. Elle a été rachetée par Oracle, essentiellement pour avoir Java, MySQL. Je ne sais pas si le hardware Sun existe encore beaucoup maintenant, si peut-être avec les Exadata, Exalogic. Quand j'étais chez Oracle, on avait souvent des besoins de démos et de machines relativement puissantes pour faire tourner une base de données, un app server, un front-end, etc. Donc on jouait beaucoup avec des virtual machines, VirtualBox à l'époque, mais il fallait des VM costaudes, quoi. Une base de données Oracle, un app server, à l'époque c'était BEA WebLogic, ce genre de choses. Les plus vieux s'en souviennent, des gros trucs Java 2 Enterprise Edition, G2EE, G2EE. On avait du mal à faire tourner ça sur nos laptops. Et j'ai un collègue en pré-vente qui m'a dit, tiens, il y a Amazon qui a lancé ce truc, c'est EC2, et on pourrait mettre nos VM là pour avoir des démonstrateurs, des machines qui tournent. Et j'ai trouvé ça génial. C'était en quelle année ? 2000... Il ne faut pas que je dise de bêtises. C'était au début de C2, 2010, quelque chose comme ça. D'accord. Donc moi, je suis rentré chez AWS en 2012 ou 13, ouais, donc ça doit être 2009, 2010, le début de C2. À l'époque, il n'y avait pas EBS. Il fallait préparer ces images disques en local, les couper en petits morceaux, les uploader sur S3, faire un manifeste, un texte qui disait voilà mes petits morceaux de mon image disque. Et quand tu démarrais ton instance, il n'y avait pas de console non plus, c'était uniquement en ligne de commande. C'était un outil, c'était pas la CLI, c'était juste un outil spécifique pour EC2, pour EC Tools, ça s'appelait quelque chose comme ça. Et tu donnais ton manifeste en disant voilà mes fichiers S3 ils sont là, et ça créait une instance avec de l'ephemeral storage, comme ça existe toujours aujourd'hui. Donc si tu
l'arrêtais, tu perdais ton Oui, disque tu dur, perdais, il tu fallait perdais le recommencer. contenu. Mais au moins, on avait de la capacité de calcul un peu plus costaud, avec beaucoup de mémoire. Ça pompait pas tous nos laptops. Enfin voilà, il suffisait d'une adresse IP, d'un réseau, et on pouvait se C'était déjà connecter. révolutionnaire pour l'époque, je pense. Ça a changé Même complètement. s'il y avait encore beaucoup d'étapes manuelles par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait S3, SQS, EC2. Ouais. Il n'y avait pas de VPC. Ouais, il y avait le compute, le stockage et, ouais, et il y avait fils, les bases. quoi. Je crois Ouais. qu'RDS était là, ou est venu très rapidement après aussi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça c'est le futur. C'est comme. J'ai eu 2 révélations dans ma vie, 2 illuminations. Milieu des années 90, les premiers sites web HTML, alors très basiques, etc. Et j'ai dit à mon boss de l'époque, imagine quand on aura notre banque là-dessus, qu'on pourra aller faire nos paiements et voir le solde de nos comptes. Lui, il n'a pas compris, il a dit non. C'était peut-être Jamais trop une banque va visionnaire. faire ça. Mais ça va changer notre vie. Et Ouais. c'est le début d'Internet, Bien en sûr. tout cas de ce que le grand public appelle Internet, le web, parce qu'Internet existait déjà avant sans web. Tout à fait. Et la deuxième fois, c'est quand j'ai vu les prémices du cloud avec EC2 à l'époque. J'ai dit, waouh, ça va changer la manière dont les entreprises vont acheter de l'IT. Comme je venais du monde des data centers, je sentais que si je restais dans le data center chez Sun, T'allais vite être dépassé. chez Oracle, je pense. oui, Ouais. c'était plus ça. J'ai dit, je veux faire partie de ça. Alors, Ok. il m'a fallu un peu de temps pour rentrer chez AWS. Il m'a fallu m'y reprendre à plusieurs fois. Mais voilà, je parle beaucoup. Parce que Je suis t'étais là un au bon début client. d'AWS France ou t'es arrivé Je sais un même pas peu si après. AWS France existait. Moi, ce que je voulais faire, c'était Developer Advocate. Et Ok. donc, j'ai vu une offre sur le site d'Amazon qui dit on cherche des technical evangelists. C'est Ouais. comme ça qu'on les appelle à l'époque. J'ai postulé. Je me suis fait déglinguer dans le phone screen. Le mec, c'était un mec à Luxembourg. C'était le seul technical evangelist qu'il y avait en Europe. Il me dit voilà, imaginez que vous êtes devant un public et vous devez expliquer ce que c'est que le cloud computing. Je dis comme ça, sans préparation, sans rien. Ah oui. Donc, j'ai fait du mieux que je pouvais en anglais, j'étais très mauvais et voilà, on m'a jamais rappelé. Enfin, si on m'a rappelé pour me dire non merci monsieur, ce sera pas vous. Mais je voulais rentrer chez AWS. Donc un an et demi après, j'ai vu un poste d'architecte, solution architect, métier que tu connais bien. C'était le 2e solution architect en Europe. D'accord. Basé à Luxembourg. Et là, j'étais un peu plus loin, j'ai fait les loops. Donc, ils m'ont invité à Luxembourg pour une journée de réunion, d'interview, etc. Y compris avec des gens retail, ce qui était très bizarre. Je me souviens de questions sur comment fixer le prix pour le nouveau bouquin d'Harry Potter, les commandes en avance. Ah oui. Et j'étais très mauvais sur cette partie-là. Mais devine quoi, j'ai pas eu le job non plus. Mais je voulais vraiment rentrer. Et donc, je gardais un œil sur les offres d'emploi. Et à un moment, j'ai vu une offre technical trainer pour donner des trainings. C'était le premier rôle, le premier technical trainer en Europe. Et là, j'ai passé les interviews et, je sais pas, il y a eu un petit miracle ou un souffle positif et j'y suis rentré. Donc, Comme voilà. quoi, il faut persister. Oui, exactement. Ouais. C'est le message que je dis à tout le monde. Si vous postulez chez AWS et que votre candidature est déclinée, repostulez un peu plus tard pour un autre rôle, un niveau de seniorité différent, peut-être une ville différente, etc. Sur un malentendu, ça peut marcher. Il y a moyen de rentrer. C'est difficile, mais une fois qu'on est rentré, c'est plus facile en tout cas de naviguer. Et c'est comme ça qu'avec différents rôles chez AWS, je suis arrivé comme technical evangelist, developer advocate. C'est bien que tu le dises ça, parce que moi je rencontre beaucoup de gens autour de moi qui veulent rentrer chez AWS, un peu comme toi au début, mais qui s'arrêtent au premier refus. Il faut pas. Il faut pas, on est d'accord. Il faut pas, parce qu'il y a différents rôles, comme je l'ai dit, solution architect, professional services, que ça soit technique ou non technique, avec différents niveaux de seniorité. S'ils cherchent quelqu'un qui sera le premier dans un rôle, ils vont peut-être chercher quelqu'un un peu plus balèze que si c'est le 15e dans une équipe qui est très mûre et très stable, etc. Je ne dis pas que ça baisse la barre de recrutement, c'est pas le genre de la maison, mais on est ouvert à différents types de profils, différents types de seniorité. Donc il faut vraiment persister. Si c'est ce que vous avez envie de faire, repostulez encore et encore et encore. Il n'y a pas de pénalité à postuler trop souvent. Parfait, je pense que le message est passé, en tout cas, je l'espère. Donc du coup, une carrière où tu as commencé dans le développement, ça t'a amené vers l'infra. L'avant-vente, ouais, l'avant-vente, l'infra logiciel, les ouais. app serveurs, les LDAP, l'infrastructure logicielle. Ouais. Et après, vers le rôle de développeur advocate. Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie d'aller vers ce rôle-là ? C'est l'aspect vraiment communication qui t'intéressait le plus, le fait de partager avec les autres, c'est ça ? Ouais. James Gosling, qui est l'inventeur de Java, qui était 2 fois mon collègue sans le faire exprès, une fois à Sun Microsystems, une fois chez AWS, disait toujours on
on a besoin d'ingénieurs qui sont des bons communicants aussi. Et d'habitude, ils disent c'est un ensemble vide. Si tu prends le groupe des ingénieurs et le groupe des bons communicants, il y a peu d'intersection entre les deux. Donc c'est rare d'avoir des gens qui peuvent à la fois coder et qui peuvent à la fois être sur scène et expliquer des concepts compliqués facilement, ou écrire un blog post, ou faire un podcast, ou faire des vidéos, etc. Alors, je suis certainement pas le meilleur développeur du monde. Les gens dont c'est le métier, les SDI, comme on dit chez nous, les Software Development Engineers, je travaille avec certains. Waouh, enfin voilà, c'est des demi-dieux. C'est vrai, j'ai pu travailler avec certains, c'est vraiment hallucinant. Ouais, mais je peux écrire du code et je peux comprendre et je peux faire des choses, etc. Et je crois qu'une de mes forces, sans me vanter, c'est la capacité d'expliquer des choses très compliquées, très simplement. Trouver les bonnes analogies. J'aime bien dire, voilà, j'explique à ma maman. Si ma maman est capable de comprendre, j'ai gagné. Ça me donne une petite question, du coup, improvisée. Ça, c'est ce que vraiment j'aime bien faire. Ce que tu aimes faire, d'accord. Du coup, ça me donne une petite question improvisée. Si tu devais expliquer le cloud à ta maman, par exemple, là, tout de suite. L'accès à des ressources informatiques, à des serveurs, à du stockage, etc., à la demande, sans avoir un contrat prédéfini, sans devoir acheter quoi que ce soit. Simplement, j'ouvre mon navigateur, je prends Safari, Chrome, et je me connecte sur un site web et je peux réserver un serveur pour mon usage à moi. Alors à ma maman, je vais devoir expliquer c'est quoi un serveur. C'est un peu plus compliqué que ça. Bien sûr, mais je pense que la majorité, en tout cas des auditeurs qui sont essentiellement tech ou qui découvrent la tech aussi, comprendront. Mais merci pour le petit challenge, on va dire. Donc aujourd'hui, tu disais que tu étais développeur advocate chez AWS. C'est quoi une journée type d'un développeur advocate chez AWS? On fait plein de choses. Mon métier, ou le métier de tous les gens avec qui je travaille, parce que c'est une grande équipe, j'aime bien résumer ou expliquer en disant c'est semer des petites graines dans la tête des développeurs. Donc inspirer les développeurs, leur montrer le champ du possible, dire voilà, panoplie d'outils que vous avez devant vous, voilà ce qui est possible de faire. Et montrer ça, donc c'est pas de la vente, j'essaye pas de faire signer un contrat, mais j'aimerais bien que quand ils aient un besoin un peu plus tard dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, qu'ils repensent, ah oui tiens, il y a le truc que Seb avait parlé, ça pourrait m'aider. Donc on est bien en amont du cycle de vente. D'ailleurs, c'est une des difficultés de notre métier, c'est montrer l'impact. On ne peut pas lier nos actions à un accroissement d'activité, en tout cas pas directement. Je vais revenir sur la journée type, je ne t'oublie pas. Bien sûr, bien sûr. Et donc, comment on fait ça ? On fait ça de plusieurs façons. Alors, ce n'est pas la même personne qui fait tout, rassurez-vous. On est une grande équipe. Mais il y a des gens qui font des vidéos, des podcasts ou vidéos, des vidéos courtes, TikTok, Insta. Ce qui est très, très spécifique. C'est très difficile de faire passer un message sur 1 minute sur Insta ou sur TikTok. Des vidéos plus longues, des Twitch, par exemple, 2 heures, c'est plus confortable, en tout cas pour moi. Il y a des gens qui écrivent des blogs. Il y a des gens qui vont dans des conférences pour être sur scène, pour parler. Alors, soit à des conférences AWS, les Summit, Reinvent, etc., soit des conférences tierces, on essaye de se faire inviter. Là, c'est un peu plus subtil parce qu'on ne peut pas finir avec nos gros sabots AWS et dire je vais vous parler d'un service AWS. Les organisateurs de conférences, ce n'est pas ce qu'ils veulent pour leur public, ça serait trop commercial. Donc, on essaye de trouver des sujets techniques, d'architecture, etc., qui incidentellement parlent un peu d'AWS, ou la démo se fait sur AWS, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Ce qu'on fait d'autre, on gère les communautés aussi, on essaye d'identifier les personnes clés dans les communautés pour les mettre en valeur. On a des programmes qu'on appelle AWS Hero, Community Builder, ils reçoivent des tas d'avantages quand ils sont dans ces programmes-là. C'est les gens qui font de l'advocacy pour nous, en quelque sorte. Et puis on essaye de gérer les user groups aussi, de les fédérer, qui se parlent, de les motiver, de les incentiver, enfin de les incentiviser, de les motiver pour faire plus d'événements, plus souvent, on les aide avec du contenu, etc. Donc ça, c'est ce que mon équipe fait. Moi, particulièrement, je fais 2 choses et demie. 3. Je fais des podcasts en anglais, les AWS Developers Podcast, et en français, le podcast AWS en français, depuis 6 ans, plus de 300 épisodes. Je fais des blogs, je travaille dans une petite équipe qu'on appelait le blog de Jeff Barr, qui est très connu dans le monde AWS. Jeff Barr était le premier technical evangelist au début d'AWS il y a 20 ans, et il a commencé à créer un petit blog en disant « Tiens, aujourd'hui, on a sorti un truc cool, ça s'appelle EC2, voilà, vous pouvez démarrer. » C'est marrant de voir le blog de lancement de C2, il y a une photo de ses vacances parce qu'il était en vacances pendant qu'il était en train d'écrire ça, d'une piscine, etc. Et s'il existe toujours, on le mettra en lien dans la description. C'est 200 caractères. Je vais essayer de te le retrouver. Oui, il est toujours en ligne et je dois pouvoir te trouver le lien pour ça.
Donc on a une petite équipe d'une dizaine d'auteurs et on écrit les blog posts pour annoncer les nouveaux services. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle région, un nouveau service, une nouvelle fonction dans un service. Donc ça, c'est très très gai parce qu'on travaille avec les équipes services avant que les services soient disponibles. Alors c'est un peu rock'n'roll parfois parce qu'on n'a pas accès, ça marche pas forcément, c'est pas encore sorti. Il y a pas les premiers, mais doc. On est parmi les premiers. Les premiers en dehors de l'équipe de service. Après les développeurs qui le font, on est parmi les tout premiers à utiliser ça. On donne du feedback aussi. Et ça nous est déjà arrivé de retarder des lancements pour dire désolé les mecs, ça c'est pas prêt, quoi. On peut pas mettre ça tel quel face aux clients. Alors là, ça dépend qui a le plus de poids, c'est le VP côté service ou c'est nous. Parfois c'est eux qui gagnent, parfois c'est nous. En tout cas, il y a ce job d'aller convaincre en tout cas le VP ou en tout cas les représentants de la service team pour dire décaler potentiellement. D'accord. Et c'est pas des questions de stabilité, mais l'API n'est pas peaufiné, la console n'est pas peaufinée, c'est trop compliqué à utiliser, etc. Stabilité, ça je peux pardonner au début, mais c'est rock'n'roll parce qu'il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de best practice, on ne sait pas. Tout est à faire. Voilà, et on doit prendre en main le service et puis faire un blog de 1000 caractères avec une petite démo pour montrer comment ça marche. Donc, j'ai dit 3 choses, podcast, blog, et je fais un peu de conférences parce que j'adore ça. J'adore aller dans les conférences, rencontrer les gens, parler, écouter les feedbacks après mes talks, écouter leurs problèmes, parce que ça me donne des idées pour d'autres talks aussi après. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Et la journée type, c'est préparer tout ça. Il y a un peu d'enregistrement de podcast, il y a un peu d'écriture de blog, mais c'est beaucoup de préparation en amont, trouver les candidats pour les podcasts, les sujets, prendre en main un nouveau service qui n'est pas encore sorti pour écrire un blog, préparer un talk de conférence. J'en fais pas beaucoup, je fais 2-3 talks, 9 par an. Et puis j'essaye de les tourner le plus possible parce que ça prend énormément de temps de créer un talk à partir de zéro. Un peu de réunion, un peu de reporting aussi, tu connais Amazon. Donc on a nos monthly business review, quarterly business review avec des tas de métriques et des gros documents à écrire. Voilà, ça c'est les journées type en tout cas d'un developer advocate. Et avant Covid, il y avait aussi beaucoup de voyages, avions, hôtels, etc. Maintenant c'est un peu plus calme, je fais moins de conférences. Il y a un peu plus d'online aussi. Voilà, c'est une question de choix aussi. J'essaie de moins voyager qu'avant. Et en termes de logistique, ça doit être quand même aussi plus facile à gérer. Comme on disait tout avant l'émission, justement, tu invites beaucoup de personnes qui sont soit aux US ou dans. Alors pour les podcasts, oui, moi je les enregistre en ligne, c'est des podcasts audio, donc j'ai cette facilité technique, c'est beaucoup plus facile d'enregistrer de la vidéo, de l'audio que de la vidéo comme aujourd'hui, et ça me permet d'avoir des invités qui sont partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. À Dubaï, comme je vais en faire un bientôt. J'ai déjà eu des Chinois dans mon podcast. Voilà. Ouais. Tu dirais que c'est quoi le plus difficile quand on veut rendre un concept complexe le plus simple possible? Parce que tu disais que tu devais démocratiser un petit peu ce que tu dis, les services AWS, la tech en général. Comment tu gères cette complexité et quelle est la complexité derrière, en fait? Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans cet exercice-là? Se mettre dans les pieds, dans les chaussures de mon client, enfin mes clients, donc ceux qui vont assister à un talk, qui vont lire un blog. Qu'est-ce qu'ils connaissent déjà? Qu'est-ce que je dois expliquer? Qu'est-ce que je dois pas expliquer? Qu'est-ce que je peux assumer comme que vous connaissez ça? Et là, il y a beaucoup d'assumptions. On connaît pas tout. Donc ça, c'est la première difficulté. Et quand on m'invite dans des conférences, je passe beaucoup de temps avec les organisateurs. Enfin, mes premières questions avec les organisateurs, c'est quel est votre public? Qui est-ce que vous invitez? Quel est le public cible dans les conférences? Puis deuxième, pour moi, c'est trouver des analogies. Si je veux expliquer les MCP tools, serveurs, pour le moment, tout le monde utilise l'analogie d'USB. Moi, je n'aime pas trop cette analogie-là, parce que c'est pas des câbles, c'est pas physique, c'est un protocole. Enfin, bref. Et ça vient pas en étant derrière mon écran, en réfléchissant, quoi. Ça vient au petit déjeuner, pendant la douche, pendant que je suis dans le métro. Enfin, c'est un truc qu'on a. La journée. On vit avec ce qu'on veut expliquer en tête, en permanence. C'est pas très bon pour la séparation travail-vie privée d'ailleurs. Et les idées viennent. Oui, parce que tu étais avant tout un passionné aussi. Donc c'est pour ça que ça ne demande pas, je pense, d'effort pour toi. Ah non, c'est pas une contrainte, je ne me plains pas du tout. Non, mais c'est comme si vous codez, vous connaissez bien le principe. C'est pas parce qu'on sort du bureau à 6 heures qu'on arrête de coder. On a le problème qui tourne en tête tout le temps. Et combien de fois, moi, je trouve des solutions à des bugs sous la douche ou la nuit. L'autre jour, il m'est arrivé un truc. J'ai rêvé de mon bug et j'ai vu dans mon rêve la solution.
Et je me suis levé le matin, j'ai testé, le lendemain et je m'en souvenais, et je me suis levé le matin, j'ai testé et ça marchait. Wow. Comme quoi. Wow. Ça fait partie des mystères du cerveau des fois qu'on connaît pas encore, mais qu'on peut pas expliquer encore en tout cas, très clairement. Et au niveau des qualités d'un développeur advocate, tu dirais que c'est quoi les principales qualités pour être dans ton rôle? Je crois qu'il faut être assez pointu techniquement. Si on fait des approximations, les gens s'en rendent compte très très vite. Il faut être un bon communicant. Sur son médium, tout le monde n'est pas bon à l'oral ou en vidéo. Moi, je suis très mauvais sur les vidéos courtes. Je l'ai pas dit, mais vous l'avez senti avant. Moi, mon truc, c'est l'écrit et l'oral. Ça, je pense que je suis pas trop mauvais là-dedans. Donc voilà, être bon communicant sur son médium, et on peut pas être bon communicant partout tout le temps non plus. Bien sûr, c'est chacun son format. Effectivement, l'écrit peut être aussi un format sur lequel on peut être à l'aise aussi. Donc tu travailles chez AWS, qu'on disait, donc c'est un des environnements tech qui évolue le plus aujourd'hui. Comment tu fais pour rester à jour et pas submergé par toutes les nouveautés quand on voit tu vas chaque année à reInvent, j'imagine. Donc reInvent, c'est la messe annuelle d'AWS où toutes les annonces de services sont faites au grand public. Comment tu fais pour tenir à jour de tout ça, pour vraiment être tout le temps dans le feu de l'action, quelque part? Donc tu disais que tu étais en interaction avec les services team, donc ça, je pense que ça aide, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Beaucoup de veille technologique au sens large, donc rester curieux de tout ce qui se passe. J'ai des feeds d'actualité, soit sur les réseaux sociaux, soit avec des apps, pour déjà savoir ce qui se passe dans la tech en général. Alors, j'ai pas le temps de suivre nos concurrents, Google, Microsoft. Quand il y a des gens qui me demandent des comparaisons, je dis désolé, je sais pas. Et c'est honnête, je ne sais pas. J'imagine qu'ils ont des choses très similaires aux nôtres, mais j'ai jamais eu le temps de mettre la main dedans. Donc, rester curieux en général, ça c'est la première chose. Sur AWS spécifiquement, j'ai deux choses qui m'aident énormément. Dans le podcast AWS en français, une semaine sur deux, je fais un recap des principales annonces qui intéressent les développeurs ou les builders au sens large. Donc ça m'oblige toutes les 2 semaines à prendre le feed et What's New. J'élimine toutes les expansions régionales. Tel nouveau service est disponible au Mexique, telle instance EC2 est disponible maintenant à Paris. Voilà, génial, c'est une instance EC2. En plus, il y en a plus de 400. Donc ça, je m'en fous un peu. J'essaye de prendre les trucs de haut niveau, nouveautés sur API Gateway, sur DynamoDB, sur Lambda, des choses qui intéressent les développeurs. Et comme je suis obligé de produire cet épisode toutes les 2 semaines, ça m'oblige à le faire toutes les 2 semaines. Donc j'arrive à garder globalement, après il faut encore s'en souvenir, ça c'est une autre affaire, mais globalement avoir les trucs marquants. Et puis pour les nouveautés, le fait d'être dans l'équipe de blog qui écrit sur les principales nouveautés d'AWS, ça m'aide beaucoup. Pour reInvent, on a un briefing 2 mois avant reInvent avec tout ce qui va être annoncé, on choisit les blogs, qui va écrire quoi. Chaque auteur écrit entre 5 et 15 blogs en fonction de sa capacité. Je lis les drafts de mes collègues avant qu'ils soient sortis. Donc en général, le jour où ça sort à reInvent, j'ai déjà tout lu et j'ai déjà une idée de le ton de la conférence. Donc ça m'aide beaucoup. Après, il faut encore arriver à trier, à dire qu'est-ce qui va être important pour nos clients ici en Europe, qu'est-ce qui va faire le buzz de moi et puis dont on ne parlera plus, et essayer de garder l'important, de filtrer. Ça, c'est... Oui. Je sais pas, ça s'appelle l'expérience ou une mauvaise mémoire. Je filtre beaucoup aussi, en oubliant des choses. L'expérience, je pense que l'expérience aide beaucoup parce que ça fait... donc tu disais que tu es développeur advocate depuis combien d'années maintenant chez AWS? Chez AWS depuis 2019, je suis chez AWS depuis 12 ans et dans l'industrie depuis 30 ans. Okay. Pour revenir sur AWS, le cloud de manière générale, est-ce qu'il y a une techno en particulier, un peu coup de cœur chez AWS, ou un service que tu trouves qui est sous-estimé selon toi? Alors, techno coup de cœur, moi en général, c'est tout ce qui est service hyper managé, serverless. D'accord. L'idée, je prêche un convaincu, l'idée de pouvoir déployer une application sans payer un bal d'infrastructure, uniquement si jamais quelqu'un l'utilise. Donc ça coûte quasiment rien en développement, en test. Ça coûte un peu à l'utilisation, ça peut coûter plus si on a beaucoup d'utilisateurs, mais a priori, si on a plus d'utilisateurs, on a différentes sources de revenus aussi. Et donc, les coûts vont monter avec l'infra. Si on l'utilise bien, évidemment, il y a des use cases où Lambda, ce n'est pas une bonne idée. Si le truc tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7, ça peut coûter très cher, ne faites pas ça. Donc,
cette idée de serverless. Parce que de nouveau, je viens d'un monde où quand j'ai commencé, j'ai eu des cauchemars en tant que consultant informatique quand je travaillais dans des banques, on demande un serveur en plus pour faire du test de performance, un petit serveur pour faire un test. Et il faut 3 mois pour nous provisionner une virtual machine avec des formulaires, des comités qui se réunissent. Faire des bons de commande aussi pour commander vraiment la machine, acheter le temps machines, de la recevoir. Exactement. Ouais. Et donc l'idée maintenant d'avoir tout ça disponible à la demande au bout d'un clic de souris ou d'une API, c'est magique. Et même pour moi, ça reste magique. Et le serverless, c'est encore une couche de magie. Donc ça, c'est ce que j'aime bien dans le cloud, dans les clouds en général. C'est dire, voilà, l'infrastructure maintenant, c'est une commodité. Et on peut se concentrer sur ce qui a de la valeur et sur la valeur ajoutée. Il y avait une deuxième partie à ta question. Qu'est-ce que j'aime bien ? C'était plutôt, en quelque sorte, ton service AWS préféré. Ou que tu trouves qui est sous-estimé. Le plus sous-coté, on va dire, par les clients ou même par... Alors, sous-coté parce qu'on estime que c'est granted, que c'est là et que je vais l'utiliser, mais les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière, c'est IAM. C'est le service qui gère les permissions. Chaque fois que vous faites un appel d'API, cet appel est vérifié par rapport à qui vous êtes et quelles permissions vous avez. Et c'est des milliards d'appels. Alors, je ne vais pas dire de période de temps parce que je ne les connais pas, mais on peut imaginer que sur une journée, c'est des centaines de millions d'appels dans le monde entier. Et ce truc ne peut pas tomber et ça scale. Et je crée une policy et ça se réplique sur 35 régions quasiment instantanément. On n'imagine pas l'infrastructure qui a la complexité derrière. Là derrière. Alors c'est pas un super service sexy, mais j'aime bien le domaine de l'identité, de l'autorisation. Historiquement, j'ai beaucoup travaillé là-dedans et voir à quelle échelle AWS est capable de déployer ce genre de service. Enfin voilà, chaque fois que j'ai accès à des métriques IAM, je suis sur le cul. Incroyable. C'est vrai que IAM, j'imaginais pas ce service-là en particulier. Mais c'est vrai que comme tu dis, ce qui se passe sous le capot, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est juste délirant, je pense. Chaque appel, effectivement, API va solliciter ce service. Donc, forcément, derrière, pour les équipes, même les services teams qui gèrent IAM, ça doit être une tannée. Différents niveaux de cache, au niveau de la région, au niveau des ESI. Il y a tout un ensemble de librairies qui sont fournies par l'équipe service IAM pour les autres équipes, parce que chacun ne doit pas réinventer la roue, évidemment. Il s'intègre à des mécanismes de proxy existants, etc. Mais arriver à déployer ça à cette échelle-là, c'est incroyable. Et deuxième, mais pas très très loin derrière, c'est S3 pour exactement les mêmes raisons. On se rend pas compte, on fait un put, on envoie un fichier, on fait un get, on le récupère. C'est pas très compliqué quand même. Et chaque fois qu'un client ou qu'un prospect me dit « Ouais, mais on a notre S3 interne on-prem », je peux pas m'empêcher de sourire, quoi. Ok, c'est la même API, d'accord, mais c'est la seule chose qu'ils ont en commun avec S3. Enfin, l'infrastructure, la richesse de l'API, il n'y a pas d'égal, à ma connaissance aujourd'hui, à S3 dans le monde. Clairement. Tu parlais du métier de développeur. On va recentrer un petit peu la discussion là-dessus. On voit depuis maintenant quelques années, on peut dire, depuis 2022, avec l'avènement de l'IA, de la GenAI, que le métier de développeur, il est quand même amené à changer, ou en tout cas à évoluer. Ouais, changer. Ouais. Comment tu vois, toi, l'évolution du métier de développeur aujourd'hui, parce que tu en côtoies par le biais des communautés que tu animes, j'imagine, ou par le biais de collègues aussi. Comment tu le vois évoluer ? Est-ce que tu le vois évoluer plutôt en bien, en mal, suite à cette révolution de la GenAI ? Moi, je suis super positif, super excité, et je pense que c'est une opportunité pour les développeurs. Ouais. Mais il y a beaucoup de buzz, beaucoup de hype, et beaucoup de peur aussi. Des gens qui disent énormément de peur même, je trouve. C'est même prédominant dans le discours ambiant de ce que je vois autour de moi. Alors j'ai eu la chance d'être invité à une conférence qui s'appelle Tech Ready, une nouvelle conférence tech à Nantes, pour faire l'ouverture. Et j'ai choisi ce thème-là, dire voilà, c'est une conférence pour les développeurs, c'est de dire oui, c'est pas préparé. T'étais vraiment pas. Et j'ai fait une keynote d'une demi-heure sur l'évolution du rôle du développeur à l'âge de l'IA. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et mon message, c'est de dire oui, votre rôle va changer. Là, il n'y a pas de photo, mais il va changer en mieux. Et l'analogie que je prenais, j'aime bien les analogies, c'est aujourd'hui on rigole à l'idée d'écrire du code assembleur ou de faire des petits trous dans des cartes en carton comme le faisaient nos parents développeurs, nos grands-parents développeurs, pour les plus jeunes d'entre eux. Pour moi, c'est mes parents. Pour toi, c'est tes grands-parents. Et je crois que dans 5 ans, dans 10 ans, les développeurs vont rire à l'idée, vous imaginez à l'époque, il écrivait toutes les lignes de code lui-même.
à la main, mais le mec était fou. Je crois qu'on est en train de vivre le même changement. Ces outils nous amplifient, ils nous permettent d'être plus productifs, d'aller mieux quand on sait les utiliser. Et il y a une courbe d'apprentissage pour les utiliser. Ça nous permet de découvrir du code, de générer des morceaux de code, de générer des tests de la doc, des choses qui sont ennuyantes pour nous. Et donc, ça va nous permettre d'être plus productifs, de développer mieux et plus rapidement. Ça va aussi permettre à des gens qui ne sont pas développeurs d'accéder à du code, des responsables de ligne métier, par exemple, qui sont un peu tech, mais pas trop, de pouvoir créer des petits outils. Alors ça, c'est le paradoxe. Quand je dis ça, on dit, oui, mais ça veut dire qu'il y aura moins de développeurs, alors. Ben non. Regardons ce qui s'est passé dans le passé. Et un économiste anglais, dis-moi combien de temps tu as, parce que je peux... Aucun problème, il y a le temps. Vraiment, il y a le temps. Et le sujet est hyper intéressant, donc... Un économiste anglais qui s'appelle William Jevons, au XIXe siècle, a étudié l'effet des machines à vapeur sur la production de charbon. Les machines à vapeur étant super productives en termes, il faut peu d'énergie pour produire beaucoup d'output, tout le monde disait c'est la fin des mines de charbon, il va y avoir moins de consommation de charbon, ces machines sont tellement productives. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Ces machines étaient tellement productives à un bas coût qu'on en a acheté plus et on a commencé à motoriser, à outiller des chaînes de production qui n'étaient pas outillées jusqu'à présent. Et donc, ça a fait un appel d'air sur la production de charbon et ça a augmenté la demande de charbon. Même chose avec les voitures qui consomment moins d'essence. Est-ce que la consommation globale d'essence diminue? Non, au contraire. Le coût marginal du litre d'essence étant plus faible, ça offre des opportunités à des gens de faire des kilomètres qu'ils n'auraient pas fait sinon. Donc, la consommation globale augmente. Et il y a plein d'exemples comme ça. Je pense que le coût marginal du développeur va diminuer, c'est-à-dire le coût pour produire des applications va diminuer parce que les développeurs sont plus productifs. Et donc ça va ouvrir l'opportunité économiquement à des patrons, à des business line owners, de se dire cette application qu'on n'a jamais fait parce qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas les budgets, maintenant on pourrait le faire en quelques jours plutôt que quelques mois. D'ailleurs, c'est des prototypes qu'on fait chez AWS avec certains de nos clients, ce qui montre que ça diminue le temps pour le faire, ça diminue le coût de production et donc ça fait un appel d'air pour développer plus. Et donc, il faudrait, à mon avis, dans le futur, il faudra plus de développeurs CQFD. Donc, je pense que c'est un appel d'air dans notre métier pour faire aussi des tâches plus abstraites, peut-être plus intéressantes et moins... à plus haute valeur ajoutée, quelque part. C'est du code, comme on dit vulgairement. Mais pour ça implique de changer le rôle du développeur. Moi, le développeur de demain, je le vois plus comme le curateur de code. Il va prendre du code ou des morceaux de code générés par des IA et va décider de ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est dans nos standards, ça c'est pas dans nos standards. Un peu comme l'éditeur en chef d'un magazine et le journaliste pigiste. Le pigiste, lui, il écrit son article. Et l'éditeur en chef, lui, il va dire quelle est la ligne éditoriale, ce qu'on veut communiquer, en parlant avec les lecteurs, les stakeholders, etc. Et dire ça c'est de la bonne qualité, ça c'est pas de la bonne qualité, je décide de publier ça. Je vois le développeur plutôt comme un chef d'orchestre. Ça implique de connaître un peu mieux le design du système, l'architecture du système, donc ça élève le niveau d'abstraction, comme tu disais. Ça implique d'être mieux connecté à ses utilisateurs, savoir ce que les utilisateurs veulent, parce que ça, c'est une chose que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est l'empathie. Clairement. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux régler? Pourquoi cette interface graphique, ça va pas? Pourquoi tu n'es pas productif avec ça? Quel est l'outil pour t'aider? Rentrer vraiment dans le causing dans l'humain. Voilà. Donc, curateur de code, plus de connaissances système, architecture, plus d'empathie, remettre l'humain au centre. Pourquoi on développe des logiciels? C'est pour les hommes et les femmes qui les utilisent, c'est pas pour le plaisir, et c'est pas pour des IA. Et j'en avais un autre. Oui, être plus proche du métier probablement aussi. Parce que l'IA peut être très bonne pour comprendre un contexte technique et générer 4 lignes de code qui correspondent exactement à ce qu'on veut faire dans ce contexte technique. Mais comprendre l'ensemble du business métier, les subtilités politiques de ton organisation, les contraintes de coûts, les edge cases que tu connais parce que tu as 20 ans d'expérience dans ce métier-là. Et l'IA, si elle n'a pas vu ce edge case-là, elle n'y pensera pas. Toi, tu peux le connaître. Donc, avoir des développeurs peut-être un peu plus attachés aux branches métiers dans les organisations et pas une IT centrale qui fait que produire du code. D'accord. C'est vrai que l'IA, on a tendance à dire qu'elle va créer à notre place. En fait, elle fait que générer à partir de ce qu'elle connaît, mais effectivement, ce qu'elle ne connaît pas, elle ne pourra pas le générer ou elle ne pourra pas le créer. Donc, pas. Clairement. Ce qui nous rend unique, nous, c'est notre capacité d'imaginer ce qui n'a jamais été fait avant. Et ça, c'est la force des développeurs. Imaginer des nouveaux systèmes.
parler avec les utilisateurs, comprendre et à partir de là, imaginer un nouveau système. L'IA ne va pas imaginer, elle va recompiler, elle va mélanger, produire des choses qui ont été déjà vues, alors peut-être en croisant des choses de façon un peu unique et variée et surprenante parfois. On a des très bons résultats, je ne suis pas en train de dénigrer l'IA, mais il faut vraiment ne pas perdre de vue ce que nous, humains, on est capable de faire. Et pour le moment, alors je ne sais pas comment ça sera dans 10 ans, mais pour le moment, il n'y a que nous qui pouvons faire cette partie-là. Je pense que c'est un message qui fait du bien. Tu vois, on a reçu Luc Julia qui avait un peu le même message que toi. Je suis content que, voilà, ça ne remplacera pas l'humain, mais ça va remettre l'humain au centre des enjeux, en fait. Et on va moins se focaliser sur de la tech pure, mais vraiment se focaliser sur des vrais besoins humains. Donc c'est un message partagé de ce que je vois. Je suis super fier d'avoir le même point de vue que quelqu'un comme ça. C'est un discours rassurant, parce que quand on écoute la majorité des personnes dans le domaine de l'IA aujourd'hui, enfin en tout cas je trouve, c'est un ressenti personnel, on se veut pas rassurant là-dessus. On entend très souvent le fait qu'on va avoir besoin de moins de personnes, qu'on va faire plus avec moins, qu'il va y avoir beaucoup de chômage, beaucoup de licenciements, même dans la tech. On va faire plus avec moins. Il y a peut-être un peu de vrai. Il y a peut-être des rôles qui vont disparaître. Mais ça va en créer des nouveaux. Mais ça va en créer des nouveaux, exactement. C'est mon message. C'est ce qu'on oublie de dire aussi, je trouve. Et tous les rôles dont le métier, c'est de transformer l'information, doivent se poser des questions. J'ai cité les journalistes, je pourrais citer les comptables. Un comptable, il prend des chiffres, il les remet dans des colonnes et il produit des autres chiffres. Alors, je ne veux pas être... Mais voilà, c'est plus compliqué que ça, je suis d'accord. Mais grosso modo, transformer de l'information, l'IA va le faire très, très, très bien. Donc, il faut voir quelle est la valeur ajoutée dans mon métier. Pour le comptable, ça peut être la créativité pour connaître les lois, etc. et être le plus créatif dans un objectif de minimiser l'impôt, par exemple, de conseiller. De conseil, ouais, c'est ce que j'allais dire. Plutôt un rôle de conseil ou d'accompagnement d'un client qui veut monter sa société, vraiment l'accompagner de bout en bout et délaisser ses tâches un peu robotiques, entre guillemets, de création de bilan, mise en place de bilan. Exactement. Et remettre l'humain au centre. Ne plus se poser la question, est-ce que je peux construire ça, mais est-ce que je dois construire ça ? Est-ce que je peux construire ça ? La réponse avec l'IA va être oui. Enfin, je veux dire, en termes de coûts d'outils, on a le cloud, on a l'IA. Est-ce qu'on est capable de le construire ? Oui, on est capable. Est-ce qu'on doit le construire ? Est-ce qu'on doit construire cette application ? Est-ce qu'elle va vraiment résoudre un problème business et résoudre le problème de mes utilisateurs ? Quelle est la partie humaine de cette application ? Et là, l'IA ne peut pas répondre. C'est vrai, c'est vrai. On va repasser sur le cloud, principalement. Moi, j'avais quelques questions pour toi sur le cloud, mais une vue un peu macro. On va prendre un peu de hauteur. C'est quoi pour toi les enjeux actuels du cloud, les enjeux à venir du cloud ? Alors peut-être avec l'IA aussi, pour faire la transition avec ce qu'on disait juste avant, mais plutôt appliqué au domaine du cloud cette fois-ci. Il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux environnementaux sérieux. Le cloud consomme beaucoup d'électricité, donc d'eau aussi. Est-ce qu'on consommerait plus d'électricité si chacun avait son petit cloud privé on-prem ? Ma conviction, c'est que oui. Les gros cloud providers aujourd'hui font très attention à ça et sont, par leur échelle, et parce que c'est le cœur de leur métier, beaucoup plus efficaces qu'une banque ou une compagnie d'assurance pour gérer son propre data center. Donc je pense qu'il vaut mieux mettre ses workloads dans le cloud, tu peux me dire que je suis complètement biaisé, mais c'est mon métier, que dans des data centers privés parce qu'ils sont plus efficaces. Mais il y a ces enjeux-là, on doit être conscient. Et vu la taille de ces infrastructures, on a une responsabilité sociétale sur la construction de ces infrastructures. Il y a des aspects purement politiques, géopolitiques, et enfin tout le monde connaît l'époque dans laquelle on vit aussi, où je mets mes données, à qui je les donne, où je les mets, parce qu'on ne donne jamais ces données, les données restent à vous et elles sont chiffrées, etc. Mais bien comprendre, j'ai pas envie de lâcher le grand mot, mais tout le monde en parle, la souveraineté des données, je ne parle pas de la souveraineté du cloud, des données, à quel prix humain, politique, on met ces données chez un provider plutôt qu'un autre. Je ne parle pas du prix dollar. Bien sûr. Et là aussi, les grands cloud providers ont des choses importantes. Chez AWS, on annonce pour la fin de l'année prochaine, j'ai un doute tout d'un coup, non, je crois que c'est à la fin de cette année, un cloud souverain opéré par une société européenne avec des employés européens sur le sol européen, complètement séparé du reste de l'infrastructure. Donc cette société va licencier la technologie, implémenter la même technologie, mais il n'y a aucun échange de données qui sera fait avec le reste du cloud. En termes techniques, on appelle ça une partition, comme il y a déjà des partitions pour le gouvernement américain, il va y avoir une partition pour l'Europe, le cloud souverain européen. Et je sais que nos amis de Microsoft et Google ont des offres
alors je ne vais pas dire similaires parce que je ne connais pas le détail juridique et technique, etc. Mais enfin, conceptuellement. En tout cas, ils vont sur le même sujet. Similaires. Donc ça, c'est un autre sujet. Nos clients sont extrêmement attentifs à ça et on a beaucoup de questions, surtout vu la situation politique du moment, par rapport à ça. Et puis, il y a toujours accompagner les clients par rapport à ce qu'ils veulent et par rapport à ce qu'ils ne savent pas qu'ils veulent. Ça, c'est un autre challenge des clouds. On doit répondre aux demandes de nos clients aujourd'hui qui veulent plus de types d'instances EC2, plus de capacité, plus de GPU, plus de machin, mais aussi anticiper sur des besoins de demain. Pas grand monde avait vu la vitesse avec laquelle allait se développer l'IA générative depuis 2-3 ans. Et il y a eu une petite phase de réaction des grands players, de dire ok, maintenant cette techno est là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on va la mettre dans nos produits? C'est marrant d'ailleurs parce que la première année, il y a eu un move de tout le monde, pas que d'AWS, de dire on la met à toutes les sauces dans tous les produits. Puis maintenant, 2 ans après, on voit quand même les usages qui se décantent et on voit la vraie valeur ajoutée dans certains domaines et l'absence de valeur ajoutée dans d'autres. Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais je disais... je reprends un mot de Henry Ford, qui est très connu. C'est Henry Ford, fondateur de la marque Ford et du travail à la chaîne, disait si je demande à mes clients ce qu'ils veulent, ils vont me dire des chevaux plus rapides. Ouais. Et lui est venu avec une voiture à essence, enfin, ou diesel à l'époque. Essence, je crois. Je sais pas. On vérifiera possible. C'est pas important pour l'analogie. Non. Et donc, si on doit uniquement répondre aux demandes de nos clients aujourd'hui, notre roadmap va être sur des choses qu'ils veulent, mais à certains moments, il faut disrupter, pour prendre le gros mot des investisseurs. Quand on a lancé Lambda, quand on a lancé S3, on a changé la donne. S3, c'est la première fois qu'il y avait du stockage par objet et pas du file system à grande échelle en payant à la demande. Lambda faisait partie des premiers, alors c'est pas tout à fait le premier, on peut arguer que Google a eu des choses avec App Engine, mais un des premiers services de compute en serverless où on paye à la seconde d'utilisation. Et donc ça, c'est des choses que les clients ne demandent pas nécessairement. Quand ChatGPT est arrivé, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de clients qui demandaient de l'IA générative. Parce que personne n'en parlait. Tout le monde avait l'idée, je pense, d'un use case où on avait un chatbot avec qui on peut discuter, à qui on peut demander n'importe quoi, mais... Voilà, de l'IA générative, enfin, cette technologie, elle est arrivée vraiment après. Un autre exemple, c'est quand l'iPhone est arrivé il y a 20 en 2007, ans, ou 15 ans. Voilà, personne ne demandait un ordinateur de poche avec un grand écran tactile dans sa poche. Donc parfois, il faut aussi aller un poil plus loin et innover au nom des clients, même si ce n'est pas une demande qu'on a aujourd'hui. C'est un risque pour les entreprises, mais c'est un risque qui peut être payant. Regarde l'iPhone, voilà. Combien ça a rapporté. Totalement. Et on le voit, de toute façon, pour innover, il ne faut pas avoir peur d'échouer, justement. Donc il faut échouer souvent. Il faut échouer souvent, faire des itérations et y aller pas à pas. Ce qui me permet de louper et de revenir à ce qu'on disait avant, le cloud est un terrain merveilleux pour innover parce que vous avez une capacité virtuellement infinie de calcul, de stockage. En serverless, vous payez qu'à la demande, donc vous preniez peu de risques. Là où avant, il fallait investir dans des data centers, acheter pour des millions de matériel pour tester une idée. Ici, on peut la tester pour quelques dizaines, centaines, peut-être milliers de dollars. Ça ne marche pas, on arrête, on ne paye plus. Ça marche. Immédiatement, on peut scaler sur des millions d'utilisateurs aussi. Donc, le cloud est un terreau de jeu idéal pour les investisseurs. Je ne dis pas AWS, je dis le cloud, les clouds publics en tout cas, favorisent l'innovation. Parce qu'AWS, c'est cette énorme boîte à outils. J'aime bien, enfin, je sais que certains de mes collègues côté PR n'aiment pas qu'on parle de boîte à outils, mais cette analogie des Lego est tellement puissante. On a des petites briques de toutes les couleurs, de toutes les formes différentes, on te les donne et c'est ton imagination qui va construire tantôt un avion, tantôt une voiture, tantôt une maison. L'imagination des enfants avec Lego et l'imagination des builders, des développeurs sur les clouds. L'innovation, elle est sans limite et facilitée par le cloud. Imagination. Oui, la limite, c'est l'imagination, très clairement. Je ne sais pas si tu peux en parler, mais revenir sur le positionnement d'AWS et de l'IA générative. Aujourd'hui, avec Anthropic, le partenariat avec Anthropic, avec Amazon Q, ce genre de choses. Ouais. L'idée d'AWS, c'est de vous donner une boîte à outils pour innover. Et donc, plutôt que vous enfermer dans un modèle, parce que les modèles se suivent et se succèdent pour le moment, c'est vous donner accès à une plateforme qui donne accès à tous les modèles, finalement. Et pour ça, ils ont créé
un outil qui, à mon avis, est assez brillant, qui est Bedrock. Bedrock, c'est un service managé, donc il n'y a pas de serveur de GPU à installer, qui donne accès aux modèles du marché sur l'étagère. Donc avec la même API, on peut appeler Llama de Meta, Claude de Anthropic, DeepSeek de nos amis chinois, ou les modèles d'Amazon. Et les modèles d'Amazon font partie des autres modèles, parce qu'il n'y a pas un modèle qui va répondre à tous les besoins. Les use cases vont se décliner souvent avec plusieurs modèles, et c'est ce que Bedrock permet de faire. Mais il le fait en toute sécurité. Les prompts qu'on envoie, ils restent cloisonnés dans mon environnement à moi, on ne les partage pas avec d'autres clients. Les données que j'envoie dans le contexte, dans des systèmes RAG par exemple, il peut y avoir des morceaux de documents d'entreprise qui sont envoyés au modèle, qui ne sont pas partagés avec des autres clients. On n'utilise pas ces données pour entraîner les modèles, puisque ce n'est pas nous qui faisons les modèles, c'est Claude, c'est Anthropic, etc. C'est juste un accès uniformisé à travers une API. Et je crois que cette approche, c'est le C2 d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. On vous donne des Lego, désolé, je reviens avec ça, une API sur laquelle les builders peuvent construire, peuvent inventer, peuvent imaginer les use cases. On essaye que ça soit le plus facile possible, avec du rack, avec des agents, avec des filtres en sortie, des guardrails, donc des garde-fous pour contrôler les outputs des modèles, avec du versionning de prompt, etc. Donc, il y a plein de choses autour. Je simplifie un peu pour dire Bedrock, c'est juste une API pour donner accès à vos modèles. Mais vous pouvez aussi importer des modèles qui ne sont pas prévus par Bedrock out of the box, aller sur une marketplace comme Hugging Face par exemple, et importer vos modèles dans Bedrock, ou entraîner vos modèles vous-même, si vous avez des besoins très, très spécifiques, et les mettre dans Bedrock aussi pour ne pas avoir géré l'infrastructure. Donc, soit des modèles qui sont dedans, soit importer d'une place de marché, soit de créer vos modèles à vous. Donc, ce qui est super important, c'est le choix et la sécurité. Et si on attache juste ces deux mots-là, c'est la fondation du cloud AWS depuis 20 ans. Le choix, dans les instances EC2 par exemple, et la sécurité. Donc rien de neuf. Rien de neuf. Non, si, parce qu'au final, quand on regarde les différents modèles, il y a des modèles adaptés à chaque use case. Je vois que Claude est plutôt adapté pour la génération de code, là où je prends un Mistral va être bon aussi, mais plus généraliste ou adapté à un autre type de contexte. Donc, le fait d'avoir accès via une API, une seule API à différents types de modèles, pour les clients, ça facilite forcément l'intégration dans les applications. Non, j'étais un peu provocant quand je disais rien de neuf sur les fondamentaux. Vous avez le choix, vous payez à l'utilisation, il n'y a pas de contrat, d'abonnement, de prépaiement, des choses comme ça, et en toute sécurité. Ça, c'est les fondamentaux du cloud, et qu'on applique à l'IA générative, à cette nouvelle technologie qui est apparue maintenant il y a bientôt 3 ans. Et ce qui est quelque part révolutionnaire aussi avec cette approche, je trouve, c'est qu'on n'a pas besoin d'être ML engineer ou data scientist pour utiliser l'IA dans les applications. Un développeur qui n'a jamais fait d'IA peut intégrer l'IA dans ses applications. Je suis la preuve. Voilà. Je sais appeler une API. Donc c'est ça aussi qui est révolutionnaire, je trouve. Tout à fait. Je sais appeler une API, je connais JSON, HTTP REST. Voilà, je peux utiliser des modèles. Après, il y a quand même un peu de choses à apprendre, la meilleure pratique de prompting, comment créer ces questions, c'est quoi un système prompt, etc. Mais ça s'apprend facilement. Je propose maintenant qu'on passe à l'instant grenadine. Donc l'instant grenadine, c'est un moment un peu plus léger dans l'émission où on essaie de te connaître toi, te poser des questions qui restent quand même pro, mais qui nous permettent en tout cas de mieux te connaître. Donc du coup, première question, une anecdote un peu improbable ou gênante que tu as eue peut-être lors d'une démo ou lors d'une conférence peut-être, où tu t'es senti un petit peu pris au dépourvu, on va dire. Pas plus tard que la semaine passée. Je présentais les outils d'IA générative pour les développeurs dans une grande conférence interne d'une entreprise. Donc ça se fait aussi, il y a des grandes boîtes, ils font des développeurs conférences pour leurs développeurs, mais donc c'est 300 personnes. Ça peut être aussi grand qu'une conférence publique, voire plus grand. Et au bout de mon talk, on prend les questions-réponses de l'audience, comme d'habitude, et il y a un mec qui se lève en sandales et en short qui dit... N'utilisez pas l'IA générative, n'utilisez pas ces outils-là. C'est la mort de l'école pour la planète. Vous allez détruire la planète, la consommation d'électricité. Enfin, tout le discours sur lequel il a partiellement raison. J'étais pas. Mais le mec, c'était pas une question qu'il m'a posée. Il a pris la parole pendant 3-4 minutes. Pour détruire tout ce que je venais de dire avant, au nom de concepts écologiques. Et donc voilà, quand on est présentateur en public, que c'est filmé, il faut arriver à gérer ce genre d'objections également. Donc, je suis resté très patiemment, je l'ai écouté jusqu'au bout, je l'ai remercié pour son feedback, je lui ai dit que j'étais
en partie sur certains points, et c'est vrai, d'accord avec ce qu'il dit. Et en ayant les mêmes constatations au départ, on avait des conclusions différentes ou des actions différentes après. Et voilà, c'était pas une question, c'était une opinion. Je respectais son opinion voilà, il y avait pas. Mais c'est un peu stressant, surtout quand c'est filmé. On sait que ça va se retrouver. Parce qu'il faut répondre de la bonne manière sans être non plus provocateur, sans surenchérir aussi, je pense. Et pas rentrer dans une discussion d'apothicaire, de détails, parce qu'on est face à 300 personnes. Ceci dit, j'ai été revoir le gars après, et on a parlé, on a eu une conversation entre quatre yeux. Bon, je comprends son point de vue, il comprend le mien. L'important, c'est d'échanger. Et voilà, on se parle. Très clair. Bonne anecdote. Quel serait ton setup rêvé pour travailler ? Oh, une plage, un cocktail, un palmier. Pourquoi pas ? C'est le premier qui vient en tête, mais j'ai besoin de vacances pour le moment. Moi, je suis assez content de mon setup. J'ai un grand écran, je ne sais pas combien, 25, 27. C'est des trucs assez larges, un peu incurvés. J'aime bien les écrans incurvés. Comme je fais du podcast audio, j'ai beaucoup de processing de son, donc ça ne se voit pas quand je suis en vidéoconférence avec mes collègues, mais j'ai un DBX, une carte son de qualité, des bons micros, un peu comme ici. La même marque, mais pas le même modèle. Un bon ampli derrière moi avec des bons haut-parleurs, pas pour m'écouter, mais pour avoir de la musique aussi. Oui, pour travailler, ça peut être bien aussi. Pour travailler. Qu'est-ce qui est pas bien dans mon setup pour le moment? Je trouve que ma planche de travail est un peu petite. J'aimerais bien un truc un peu plus grand, puisque tout rentre dans les détails. Et j'aimerais bien un bureau connecté à Alexa, que je puisse dire Alexa, élève mon bureau ou abaisse mon bureau. Donc un truc motorisé, mais avec une API. Dans ma bio sur mon blog, il est marqué si vous voulez me vendre quelque chose, soyez sûr qu'il y ait une API. C'est un exemple. J'ai acheté une voiture électrique il n'y a pas longtemps, il y a une API, je suis super content. Je peux créer des scripts Python pour aller chercher T'as fait quoi de des tas de données. Par exemple Quoi ça? C'est quoi le truc le plus marrant que tu as fait avec ta voiture du coup? Encore rien. Pour le moment, j'ai juste exploré. Le simple fait de savoir que ça existe, ça me dit, si j'ai envie de faire, je pourrais. Voilà. Souvent, ça reste là. Je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps. Mais savoir qu'il y a une API pour aller rechercher le kilométrage, les données de la voiture, même la déverrouiller à distance, des choses comme ça, c'est génial. C'est le côté geek. Ah oui, tout à fait. Clairement. Pas mal. Et justement, pour ceux qui t'écoutent dans le podcast en français, donc tout ton setup, il est chez toi, c'est ça? Donc tu tournes tous les podcasts chez toi. C'est audio, donc il n'y a pas de vidéo. Enfin, j'enregistre, on va dire. Il suffit d'enregistrer la voix. Je demande à mes invités d'avoir un micro correct, mais souvent des AirPods ou un micro filaire de casque, ça suffit. Je repasse un petit coup d'IA. Il y a un très bon produit d'Adobe qui s'appelle Podcast Sound and Answer, qui est une IA qui va éliminer les bruits de fond. J'ai enregistré des épisodes dans un Summit AWS. Un Summit AWS, c'est un espace d'expo avec des stands d'une foire, avec 10 000 personnes qui passent pendant la journée. C'est très bruyant. Et si on a des bons micros bien directionnels comme ceci et un peu d'IA derrière, vous pouvez écouter les épisodes des Summits, vous n'allez pas entendre du on dirait que bruit. t'es chez toi, quoi. Ouais. Quasiment, oui. Il D'accord. y a juste les grosses annonces quand quelqu'un dans le micro, au niveau de la salle globale, dit « Les sessions vont bientôt recommencer, ding-dong ». Ça, c'est difficile à supprimer. Donc, ce qu'on faisait là, on s'arrêtait, on reprenait la question ou la phrase, et puis un peu de montage pour éliminer ça. D'accord, pas mal. Une techno que tu trouves nulle, mais que tu es obligé d'utiliser? Sans citer de nom, les logiciels de vidéoconférence professionnels qu'on utilise pour faire nos meetings à longueur de journée, ceux d'Amazon et les autres. D'accord, au moins c'est très clair. Non, mais c'est objectif. Comme on est en 2025, on passe toujours les 5 premières minutes d'une réunion. Ça va, vous m'entendez? Ah non, je démarre pas ma caméra. Ah non, c'est vrai. Il y a de l'écho, tu peux arrêter ça. Ah merde, j'arrive pas à partager mon écran. On est au 21e siècle, les gars. Enfin, voilà, c'est comme les Unicode. Il y a encore des sites web ou des mails que je reçois. Moi, j'ai un accent dans mon prénom, Sébastien. Voilà, combien de fois je reçois un carré ou autre chose ou pas de... On est en 2025. Oui, Unicode. On peut gérer Unicode, ça serait bien, ouais, effectivement. Moi, j'aime bien les basics. Les trucs qui doivent fonctionner, qui devraient en tout cas. C'est vrai qu'on fait de l'IA générative, on fait tout plein de trucs, mais... on n'est pas capable de générer un mail avec un accent. Comme quoi. Il y a du travail pour les informaticiens, il faut plus de développeurs. Il y a encore du travail, exactement. Pour s'apercevoir et corriger ce genre de choses. Un endroit rêvé où travailler? À la plage. La plage, où ça, par exemple? Chaud, mais pas trop.
secure, enfin je veux dire un endroit safe, donc ça élimine déjà beaucoup d'endroits dans le monde. Alors moi j'ai un tropisme pour la Colombie, parce que mon épouse est colombienne, et c'est un pays merveilleux qui allie des grandes montagnes, des espèces de... Enfin, pas des espèces, la jungle, il y a l'Amazone quand même sur la moitié du territoire. Et puis des plages sur la côte nord-nord-est, c'est la mer des Caraïbes, donc des plages rêvées de sable blanc, etc. J'avoue, très sympa. Très bien. Très clair. Parfait. On espère en tout cas écouter un jour peut-être un podcast AWS en français sur une plage. J'aimerais bien, et j'écouterai cet épisode-ci sur une plage également. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci Sébastien d'être venu dans Orange Grenadine. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir partagé toutes ces expériences vraiment intéressantes et enrichissantes. Je pense que ça va plaire à beaucoup d'auditeurs, surtout les plus techniques, parce qu'on a parlé beaucoup de services AWS, beaucoup de cloud aussi en général, et de développement aussi. Donc c'était intéressant. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Orange Grenadine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'épisode d'Orange Grenadine. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous.